J'ai une très petite organisation, une équipe qui travaille à Détroit. Et nous travaillons dans les contextes assez complexes. Dans les scénarios urbains où il y a presque plus de capital public, où il y a une imaginaire profonde qui est presque invisible, et dans les contextes où il y a une pression énorme de détruire les restes de modernité et bouger les individus qui vivent là encore. Donc, quand j'étais invitée de parler au sujet de fragilité, j'étais ravie parce que pour la première fois, j'ai été demandée de parler de fragilité au lieu de résilience, par exemple. Et ce mot résilience, j'ai toujours eu tellement de problèmes. Merci. Ouais, merci à vous. Parce que ça prend de la responsabilité et ça le met sur la personne qui est en difficulté. C'est-à-dire, c'est comme une mauvaise herbe entre deux morceaux de concrete. On est capable de se mettre dessous et c'est la responsabilité de cette petite plante, de cette mauvaise herbe, de se mettre à droit et trouver le soleil encore. Fragilité, c'est plus nuancé pour moi parce qu'on est responsable tous comme une collectivité de rendre explicite que quelque chose est fragile, que quelque chose a besoin d'être soigné par nous tous. Et aussi, la fragilité, elle est rendue explicite précisément au moment quand quelque chose est en train de changer. Donc, une vase, elle n'est pas fragile avant qu'elle tombe. Quand elle tombe, on rend compte qu'elle est fragile. Donc, c'est dans les moments urbains de grands changements où c'est rendu explicite. Donc, ça, c'est le type de travail qu'on fait avec notre équipe à Coaki. C'est-à-dire, parfois, on s'installe dans les lieux les plus complexes. Ça, c'est le toit de Packard Plant, un site industriel en friche. Et on travaille et on installe notre bureau d'architecture précisément dans les lieux qu'on imagine à redessiner. Et puis, on invite les gens à réimaginer ces lieux avec nous sur les lieux où ça semble inimaginable. Donc, pourquoi on doit parler de Détroit? Pourquoi c'est intéressant sur un plan global? Bien sûr, on voit énormément de médiatisation, aussi l'histoire triste de cette ville, la faillite de modernité, autant que les histoires fétichistiques de résurgence révélatoire de possibilités économiques dans un endroit comme ça. Moi, je vais proposer que Détroit, c'est la ville la plus moderne dans le monde en ce moment. Parce que moderne dans le sens où le capital a bougé incroyablement vite pour transformer la ville et pour montrer comment le postmoderne peut avoir un effet sur les gens. Donc c'est une ville qui a inventé le Fordist-Taylorist mode de production. Bien sûr, c'est une ville qui a créé la première usine de Albert Kahn with a free-spanning factory floor. C'est là où on a pu faire les avions, les tanks pour la guerre en Europe. C'est la première ville d'avoir les autoroutes indentées qui coupaient le terrain de la ville. Et c'est la première ville qui a pu augmenter la productivité et le capital d'un lieu par 100 fois plus que les autres villes des États-Unis. Et donc, ça a attiré les gens, ça a attiré les Européens, les Polonais, les Allemands, et ça a attiré les gens du Sud, les Afro-Américains, qui sont venus pendant un grand bouleversement social aux États-Unis, où les milliers de gens se sont déplacés pour la possibilité d'avoir une nouvelle vie à Détroit. Bien sûr, ça a créé les nouvelles communautés comme Paradise Valley, Black Bottom. Ça a créé les environnements qui étaient aussi audaces et culturellement puissants que Harlem dans son era. Et puis, ça a créé les lieux d'expression culturelle afro-américains, les lieux où on a commencé à transformer cette culture en commodité. Pour Josiane Frank, ça c'est le magasin de père de Marsha Music, où il a fait le premier recording d'Aretha Franklin. Donc, c'est une ville qui a créé les artistes comme John Lee Hooker, comme Diana Ross. Et c'est une ville qui a créé une classe moyenne afro-américaine pour la première fois avec la capacité d'acheter une voiture, d'acheter une maison et d'avoir un sens de liberté. C'était pas simple tout ça. Le racisme a persisté. Et bien sûr, en 1967, il y avait les rébellions qui étaient raciales, qui ont bouleversé la ville.
et en 3 jours, 47 personnes étaient mortes. Ça, c'est le résultat, le white flight. La vaste majorité de la population a fui le centre et ils se sont déplacés dans le périmètre de la ville, où la ville, à tout un coup, à travers quelques années, a perdu 1,2 million de leur population, qui se sont installés dans cette nouvelle manière de vivre le rêve américain. Et donc, bien sûr, les traces de cette maladie raciale continuent. Mais c'est une ville aussi qui a inventé, qui a adoré une certaine esthétique de résistance, l'afrofuturisme. En 1980, la ville a donné les clés, le maire de la ville a donné les clés à Sun Ra de Détroit, et tout le monde était très, très content par ce geste. C'est une ville qui a produit les artistes comme Parliament Funkadelic, où George Clinton, il atterrissait avec les soucoupes volantes devant les foules, tellement contentes avec la possibilité d'un monde alternatif aux réalités de leur ville. Et c'est une ville qui a inventé la musique électronique des États-Unis avec les groupes comme Underground Resistance. Et donc, c'est une ville que vous avez probablement souvent vue comme une ville de grand contraste, d'une ville où il y a encore le capital, et il y a le faillite, et il y a la rétraction de modernité dans un monde qui est postmoderne. Donc, je pense s'il y a un plan qui montre profondément la simplicité du problème actuel, c'est que le vert, c'est la population afro-américaine, et le bleu, c'est la population blanche. Bon, tout ça, ce n'était pas un hasard. On peut dire que beaucoup de conditions à Détroit étaient planifiées. Ça, par exemple, c'est un plan qui s'appelle Redlining Plan. Chaque banque, chaque institution financière, les assureurs, ils produisaient les plans comme ça, où ils identifiaient où était la population afro-américaine pour ne pas donner les prêts, pour ne pas donner le capital et ne pas assurer les bâtiments. Donc nous, on travaille depuis 5 ans dans un quartier qui s'appelle le North End. C'est un quartier simple, pas loin du centre. Et ça, c'est la rue principale de ce quartier où il reste un seul magasin, le Red's Jazz Shoe Shine. C'est le seul surface commerciale qui reste sur 2 kilomètres de rue. Le problème là, c'est que 70% des bâtiments manquent, donc ils étaient remediated, donc c'est aplati. Par exemple, l'image à droite, ça c'est un champ où il y avait 30 bâtiments avant, ils sont partis. Et la population quand même reste, il y a 17 000 personnes qui vivent dans ce quartier, 46% d'inalphabétisme et 40% de gens vivent en dessous du niveau de pauvreté. Donc quoi faire dans une condition comme ça? On fait les objets, on fait les scénographies, on fait les fêtes, on fait les événements culturels qui racontent la réalité de lieu pour que les développements naturels de capitalisme ne peuvent pas ignorer la réalité de lieu. Donc, par exemple, on a construit une soucoupe volante qu'on a garée dans un garage qui est une marker, c'est un symbole de ce qui s'est passé dans le quartier parce que c'est le quartier de George Clinton. Mais c'est aussi une manière de raconter l'histoire de lieu, produire une nouvelle image et avoir les scénographies théâtrales. On construit les scénographies pour les opéras. Ça, c'est le Detroit African Funkestra Stage Set. C'est une scénographie pour faire un opéra dans un champ de légumes qui est dans le quartier. Et on prend les couleurs, les formes, les sensibilités d'images et de couleurs des lieux qui ont disparu et on les réassemble pour créer un sentiment que les gens puissent reconnaître. Donc là, on crée les événements dans les champs. Et parfois, ça c'est une image de Saint-Étienne de l'année dernière, parfois on crée les scénographies éphémères, les architectures qui se rattachent aux autres architectures. Et celui-là en particulier, c'est une arche qui
rendre n'importe quel bâtiment en institution culturelle. Donc, parce qu'à Détroit, on n'a pas de ministère de culture, on n'a pas un bureau pour les artistes, et il y a énormément de gens qui s'identifient comme d'artistes, avec aucune structure pour les représenter. On crée les architectures éphémères, très dorées, très arrogants, exprès, pour dire, voilà, on est les institutions, on existe, il y a une image. Voilà, ça c'est quand on fait les réunions de notre institution. Donc, pourquoi faire tous ces efforts éphémères qui sont un petit peu, on peut parfois dire, en gare, c'est une espèce de fête d'image qu'on essaie à faire. C'est pour commencer à reprendre les lieux et créer les communs, les biens communs et les conditions communes pour des gens de s'investir et de réinvestir dans les quartiers. Donc ça, c'est un projet sur lequel on travaille depuis 3 ans maintenant. Et c'est une ferme urbaine. Vous pouvez probablement, vous connaissez beaucoup sur les fermes urbaines, c'est beaucoup médiatisé aussi. À Détroit, il y a 1400 fermes urbaines. Donc c'est beaucoup. Hein. Il y a beaucoup d'espace, donc il y a beaucoup de légumes à pousser. Aucune de ces fermes urbaines est durable. C'est-à-dire aucune fait assez d'argent pour payer même une employée le SMIC. Donc c'est difficile de dire que c'est une manière de reprendre le terrain. Donc nous, on est devenu partenariat avec une ferme qui était dans le North End et on a essayé à imaginer comment rendre cette activité importante durable. Donc pour expliquer comment on travaille, d'abord, on aime faire le hack de vulnerabilities. On aime identifier où sont les fragilités d'un lieu et puis réutiliser les mêmes techniques qui les rendent fragiles pour les rendre plus stables. On aime aussi rejeter l'héroïsme de personnes qui peuvent changer tout seul, sans travailler en collectivité. Et on aime la disciplinarité horizontale. On aime apprécier que les artistes, les urbanistes, les designers, les architectes doivent faire une collaboration avec la loi, avec les ingénieurs, etc. Donc, ça, c'est pour expliquer comment on a fait le hack sur cette ferme. Ces petits points roses, ça représente tous les terrains à Détroit qui appartiennent aux spéculateurs, c'est-à-dire les gens qui ne vivent pas dans la ville et qui ont un minimum de 3 terrains. Ça représente 25% de la ville. 25% de la ville est négligée par la spéculation. Une autre 20% de la ville appartient à quelque chose qui s'appelle le Land Bank. C'est une organisation non élue, non gouvernementale, qui gère 20% de terrains qui appartiennent à personne, pour qui personne paye les impôts. Donc, si on peut imaginer, 50% de la ville ne sont pas gardés par un système normatif urbain. On a commencé à apprendre comment les spéculateurs y travaillent, qu'est-ce qu'ils font la nuit, la journée, comment ils font leur travail. Et on a appris qu'ils ont certaines méthodes. Ils achètent les terrains par the Land Bank, ils l'achètent aux enchères et ils ont certaines techniques pour pouvoir accumuler la vaste majorité des terrains de Détroit. On a étudié précisément ce qu'ils ont fait et on les a imités. Et donc, on a invité une équipe de gens. Tout le monde avait au moins $500 dans la banque qu'ils n'avaient pas besoin. Donc, c'était déjà les gens privilégiés à un point, mais pas trop. Et on a joué le même jeu que les spéculateurs. Et à travers des années, on a acheté chaque 3e morceau de terre sur lequel la ferme travaillait. Ensuite, on a acheté chaque 2e. Et éventuellement, on est revenu à la ville et on a demandé d'acheter le reste. Donc, tout en coup, on avait un plan avec 6 acres et 8 bâtiments. Et donc, on a commencé avec les gens dans l'équipe à réimaginer le potentiel, la future de ces bâtiments et les imaginer comme un écosystème qui marche entre le paysage, le design intérieur, l'art et l'architecture du lieu. Donc, le premier bâtiment sur lequel on travaille en ce moment, c'est une grande boîte, hein, mais on l'aime beaucoup, donc on l'appelle Little Big Box.
Et à l'intérieur, on dessine une cuisine populaire, un restaurant, avec des bâtiments dessus. On travaille aussi à transformer une de ces maisons en hôtel. Et encore une fois, cette notion qu'il y a une partie publique et une partie qui amène une capitale pour le quartier. Et le projet qui est vraiment en train de se mettre en place, ça c'est Red's Jazz Shoe Shine, qui est historique. C'était un magasin pour réparer les chaussures devant, une cordonnerie et une speakeasy derrière, une bar illégale derrière, où Aretha Franklin elle a joué et le reste des grands gens. Et donc, quand on parle de cette notion de horizontalité entre le design, l'architecture, le paysage, l'urbanisme, on crée les événements, parce qu'encore on aime les soirées, à un point, et on invite les dessinateurs de présenter leurs idées avec les images de l'architecture en même plan. Donc, par exemple, ça, c'est Outé Petit, à droite, qui a dessiné un papier peint qui fait des morceaux de voiture qui ressemblent au végétal. Donc, rendre explicite que le végétal de Détroit, ce n'est pas naturalisé, c'est juste une pas dans le cycle de déconstruction de modernité. On fait les petites installations, les gens ils peuvent toucher, être proches à son produit. Et après, ils retrouvent le même produit dans nos sections architecturales pour qu'ils puissent imaginer que la future de réinvestissement dans ces bâtiments ne va pas être neutre ou beige ou blanc, mais ça va appartenir à l'histoire de lieu. Et quand on parle de la musique qui va venir dans le Red's Jazz Shoe Shine, on invite les musiciens et puis on construit les images avec ces musiciens dans notre image architecturale. Et quand on invite les artistes pour créer leur masque, ça c'est IFB qui a créé 100 masques pour l'ouverture de notre plan urbain. On découvre ces masques encore dans les sections, dans les dessins architecturaux. Toutes les personnes dans ces dessins, ils sont les gens avec qui on travaille. Donc il y a un vrai désir de créer un monde intime entre l'art, le contexte, les possibilités de designers, comme les graines, la cultivation de potentiel imaginaire dans ces lieux, et que ça soit une continuité avec l'activité du terrain. OK, ça voilà. Mais soyons honnêtes par rapport à tout ce travail. Nous, on est une des petites taches bleues à Détroit. Ça, c'est toutes les petites taches bleues qui sont subventionnées par les mécénats, les fondations à Détroit, qui sont intéressées à recommencer un urbanisme basé sur la créativité et de l'art. Donc, en même temps que nous, on crée les hacks pour utiliser le système, pour pouvoir subventionner notre imaginaire utopien ou utopique, il y a aussi les fondations qui utilisent cette énergie humaine pour pouvoir réinstiguer le développement dans les zones d'intérêt pour la ville. Donc, il y a une relation mutuelle et complexe qui se développe entre les artistes, les créateurs, les fondations, qu'on peut dire ils font une espèce de mouvement d'argent dehors de processus démocratique. Et donc, je vous laisse avec plus de questions probablement que de réponses, parce que je crois que c'est une espèce de travail, le travail social dans les temps fragiles. On ne peut pas livrer les réponses, ni est-ce qu'on est capable de réparer les mâles qui sont tellement larges de société, d'économie. On peut simplement rendre explicite au mieux qu'on peut, comme les dessinateurs, les histoires et les complexités des relations humaines dans ces contextes, et puis infuser le potentiel d'un imaginaire qui nous donne un petit peu d'espoir que la prochaine étape peut être mieux. Donc, merci.